bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et je serai votre hôte sur ce podcast. À mes côtés, Olivier De Scuter, le fondateur de la marque Ohana. Tous les jours, en 5 minutes, on vous explique comment lancer une marque de textile de sport et comment performer dans le triathlon. Ce podcast est sponsorisé par Ohana, spécialiste du textile de triathlon, natation, vélo, course à pied. Pour en savoir plus sur la marque, direction ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande. Salut les sportifs, nous nous retrouvons pour ce dernier épisode de la semaine où nous parlons encore de triathlon. Oui, ça fait du sens pour une marque comme Ohana Triathlon de parler triathlon et où nous sommes toujours accompagnés en mode crossover avec Greg du podcast de Nakan. Salut Greg. Salut Hermano, salut Olivier, c'est un plaisir de vous avoir accompagné toute cette semaine. C'est un plaisir partagé, nous sommes très heureux de t'avoir à nos côtés. Donc la semaine dernière, on a abordé dans l'épisode du vendredi comment démarrer le triathlon, avec quel budget vraiment commencer, faire son premier triathlon, voire ses 2 premiers triathlons sans se ruiner. Aujourd'hui, si on passait à l'étape au-dessus, c'est-à-dire commencer vraiment à se lancer dans le triathlon de façon un peu plus sérieuse, si on avait un petit budget à investir, à votre avis, vers quoi est-ce que l'on devrait tourner notre tirelire que l'on vient de casser? Alors, si je regarde de manière très objective un triathlon, que je regarde le temps que je vais passer en natation, le temps que je vais passer à vélo, puis le temps que je vais passer sur la course à pied, je vais me dire que là où je passe le plus de temps, c'est la partie cycliste. Quelle que soit la distance, proportionnellement, c'est là qu'on va passer le plus de temps. Et c'est là où la vitesse sera la plus grande, donc là où les gains, en fait, en termes de temps, pourront être les plus importants. Donc, j'aurais tendance à te dire, Hermano, si tu as un budget à dépenser alors que tu es un triathlète débutant, mais que tu veux commencer à te mettre sérieusement à la compétition et devenir performant, eh bien le début, ce sera d'investir dans un bon vélo par rapport à tes objectifs en triathlon. C'est aussi là où le budget devient le plus élevé, la partie cycliste, parce que en course à pied, une paire de baskets, quelques centaines d'euros, la tenue, en général on a déjà la trifonction, une paire de chaussettes, c'est pas ce qui va coûter le plus cher, et une casquette, on s'en sort encore pour quelques dizaines d'euros. Sur la partie cycliste, ça commence déjà à chiffrer, le vélo, le compteur, les capteurs de puissance, de vitesse, les roues. Est-ce qu'il y a quelques priorités quand même quand on veut commencer à se lancer, à performer dans le triathlon? Vers quoi on va s'orienter vraiment à ton avis? Alors on peut commencer avec un vélo de milieu de gamme, mais c'est de bien sélectionner son cadre parce que c'est l'élément central du vélo. Ensuite on peut prendre dessus des composants qui sont pas forcément tout haut de gamme. Tu l'as dit, on peut dépenser énormément d'argent dans un groupe très haut de gamme. Donc le groupe c'est le pédalier, la cassette, le type de frein, les manettes, etc. Des roues aussi qui peuvent valoir très très cher la paire de roues. Mais par contre, si on a un bon cadre de base mais qu'on a des éléments moyens pour le reste de l'équipement du vélo, on va pouvoir investir dans ce vélo-là et puis ensuite chaque année rajouter, lorsqu'on a un petit budget, une paire de roues, un pédalier un petit peu plus performant, plus adapté aux conditions, enfin à notre amélioration du niveau aussi cycliste. Rajouter un capteur de puissance, ça peut tout à fait se rajouter par la suite, de rajouter une selle peut-être un petit peu plus légère, un type de guidon peut-être où on a une position un tout petit peu plus agressive, mais tout ça va venir sur un cadre, donc choisir un cadre carbone déjà de bonne facture, relativement léger pour pouvoir ensuite pérenniser un petit peu ce vélo puis le faire évoluer au cours des années. Je pense que c'est déjà un bon investissement de base. Et puis si je peux peut-être rajouter, partir sur un vélo d'occasion, c'est bête, mais on gagne déjà 30-40% de la valeur rien que en achetant un vélo qui est déjà sorti du magasin, donc c'est un point en plus. Par contre, faire très très attention avec les vélos d'occasion en carbone, parce que le carbone, quand c'est accidenté, on ne le voit pas forcément. Le carbone peut avoir des micro-fissures, des dommages suite à une chute qui ne sont visuellement absolument pas détectables. Et puis, par contre, on est sur un cadre qui devient dangereux. Donc, si on achète un cadre carbone d'occasion, eh bien le faire entre guillemets expertiser par un spécialiste du vélo, par un magasin de cycle qui revend des occasions. De particulier à particulier, il faut vraiment bien connaître le propriétaire du vélo précédent pour faire confiance, parce qu'il y a vraiment ce problème avec le carbone. C'est un petit peu ce danger-là, c'est que si le vélo a été accidenté mais qu'on nous le dit pas, on peut pas forcément le savoir en regardant, en inspectant visuellement le cadre. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Greg. Et éventuellement, si vous avez la chance, par exemple, de faire partie d'un club de triathlon, ça peut toujours être intéressant aussi de le racheter justement à quelqu'un qui fait partie du club, parce que a priori, ce sera justement une personne qui sera de confiance, en tout cas quelqu'un avec qui que vous allez probablement recroiser plutôt qu'un parfait inconnu.
Exact, ouais. Ouais, et puis je voulais juste compléter en disant qu'un cadre carbone qui casse, ça fait autrement plus de dégâts qu'un cadre acier. Je sais pas si vous avez déjà vu des photos, mais ça doit pas être joli à voir. J'ai quand même une question sur le vélo d'occasion, parce que autant une voiture d'occasion, bon, il y a la partie moteur, mais au niveau de la taille du siège, ça va, on tire sur la molette, ça se règle assez facilement. Comment est-ce qu'on choisit bien son vélo d'occasion suivant les différentes tailles qu'on fait? Et toi, Olivier, je crois que t'es bien placé pour le savoir. T'as été roulé il y a peu de temps en arrivant en Colombie et t'as roulé avec le vélo de ta belle-sœur, ça devait pas être de tout repos pour toi. Effectivement, je mesure 1m88 et du coup, la taille de vélo idéale pour moi, c'est un cadre qui fait 55-56 cm. Or là, j'avais un vélo de 51 cm, donc bon, j'étais un petit peu désespéré, j'avais envie d'aller rouler, donc j'ai été faire un col de 15 km avec, et bon, je commençais quand même à le sentir un petit peu dans les genoux en arrivant en haut. Voilà, donc la taille du cadre se mesure à la longueur du tube vertical, donc le tube là où il y a la tige de selle qui vient s'insérer, on mesure entre la boîte de pédalier et puis la jonction de la tige de selle, la longueur du cadre pour donner les mesures. Là, Olivier parlait de cadre de 56 cm. Il faut faire attention à la taille du cadre qui peut varier en fonction de la géométrie. Donc un 56 dans une certaine géométrie n'est pas forcément 100% identique à un 56 dans une autre. Donc si vous avez un vieux vélo acier de 56 et puis qu'on vend un super vélo carbone triathlon super agressif de 56, regardez, posez-vous dessus, regardez un petit peu parce que ça peut quand même changer pas mal de choses au niveau de la taille du vélo. Et ça c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, évidemment, Olivier l'a dit, si on arrive chez le vendeur d'occasion et puis qu'on voit qu'il fait 2 têtes de plus que nous, eh ben on va commencer tout de suite à se poser la question, est-ce que vraiment la taille va convenir, parce que ce type-là est beaucoup plus grand ou alors beaucoup plus petit. Et puis évidemment, essayez le vélo, roulez dessus, regardez si vous arrivez à vous positionner correctement avant d'acheter un vélo qui soit trop petit ou trop grand, sachant que dans les deux cas, c'est toujours difficile après d'essayer de corriger la position sur le vélo. Très très simplement, toi tu nous conseilles vraiment, si on veut commencer de manière beaucoup plus sérieuse à se lancer dans le triathlon, peut-être voire à performer, d'investir tous nos efforts et les économies que l'on aurait sur la partie cycliste. Une fois qu'on a fini de s'équiper sur la partie cycliste, on a un beau vélo qui nous plaît, qui est bien nerveux, qui est bien réactif, on a les roues qui vont bien, on a le matériel qui va bien sur le vélo. D'autres conseils, peut-être on change ses chaussures de vélo, on change ses chaussures de course à pied, on achète un néoprène, une combinaison de natation. Dans quel ordre tu places ces priorités? Alors moi je dirais que le vélo c'est un tout, donc une fois qu'on a le vélo qui est performant, il faut des bonnes chaussures de cyclisme, des chaussures de triathlon, on en a parlé dans un des épisodes précédents, des chaussures de triathlon. Olivier disait que c'est beaucoup plus facile en transition, et c'est vrai, d'avoir juste un scratch à fermer plutôt que 2 scratch plus une boucle micrométrique plus un boa. Donc tout ça prend du temps à fermer. C'est super pour les sprinteurs parce que ça tient nickel pendant les sprints à 1200 watts. En triathlon, on s'en fout. On veut simplement que dans la chaussure, on soit vite fermé puis qu'ensuite ça tienne au pied. Donc voilà, une fois qu'on a les chaussures et tout l'équipement à vélo, moi je pense qu'une bonne combinaison de natation, ensuite c'est le deuxième élément qui va nous permettre de bien évoluer en natation. Si on fait des triathlons régulièrement dans des eaux qui sont fraîches, voire froides, où la combinaison est soit autorisée, soit obligatoire. Donc là, je pense que c'est un deuxième point d'investissement qui est important, parce que souvent, quand on débute en triathlon, on prend une triathlon d'entrée de gamme, ou alors même une tenue de surf, plutôt qu'une combinaison de triathlon qui est pas du tout adaptée au niveau de l'épaisseur, au niveau de la liberté de mouvement qu'on a dedans. Et avoir une vraie combinaison haut de gamme avec du bon néoprène de bonne qualité, ça va vraiment changer la dynamique de nage, et on va aussi là gagner quelques minutes grâce à ça. Ceci dit, je peux peut-être rajouter quelque chose aussi à ça. C'est vrai que, alors, l'épaisseur déjà, c'est quelque chose qui potentiellement peut être aussi interdit sur certaines compétitions. Donc c'est réglementé, en tout cas l'épaisseur du néoprène. Et alors, pour ceux qui seraient mauvais nageurs comme moi, effectivement, c'est quelque chose qui va vous apporter énormément en termes de flottabilité. Donc voilà, moi j'ai plutôt tendance à couler dans l'eau. Donc moi, en tout cas, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé, la tenue néoprène. Mais c'est normal, tu viens du vélo, Olivier. Si tu te mets dans l'eau avec le vélo, c'est normal qu'au bout d'un moment, ça coule. Ah, il fallait pas le prendre avec? Ouais, le règlement de triathlon autorise des épaisseurs de néoprène qui sont jusqu'à 5 mm. Maintenant, c'est pas rare qu'on voit des triathlètes débutants sur des triathlons découvertes arriver avec des tenues de surfeurs
qui peuvent faire 6-8 mm d'épaisseur à certains endroits. Je pense pas qu'il y a d'arbitre dans un découverte qui va disqualifier un athlète qui vient pour son premier triathlon à cause d'une tenue non réglementaire ici. Par contre, si vous vous pointez au départ d'un Ironman avec une combinaison qui est trop épaisse, vous pouvez voir ruiner la course avec une disqualification sur le ponton de départ à cause d'une tenue non conforme. Ce serait vraiment un peu dommage vu le prix d'une inscription à un Ironman. Puis vu le temps de préparation qu'on y consacre. Évidemment. La découverte, ça se prépare. Alors pour certaines personnes, en de nombreuses semaines, mais un Ironman, on parle de mois, et ce serait dommage qu'après toute une préparation, ce soit le point bloquant auquel on n'ait pas pensé et qu'on arrive à se faire disqualifier pour une combinaison. Super, écoutez messieurs, on a encore fait un joli tour. On clôture de la plus belle des manières notre semaine de podcast. Greg, merci beaucoup encore une fois de t'être joint à nous. Rappelle-nous rapidement où est-ce qu'on te retrouve pour suivre tes aventures. Écoute, comme dans l'épisode passé, j'ai pas changé d'adresse. C'est toujours nakan.ch pour les tests complets de tous les accessoires technologiques qu'on peut utiliser dans les sports d'endurance. Et puis voilà, plein de projets pour cette année 2021, des nouveaux tests, des nouveaux trucs à valider. J'espère sur des compétitions de triathlon, ça m'a beaucoup manqué en 2020. J'espère que ça va repartir de plus belle en 2021. On ne teste pas en compétition, Greg. Non, je ne teste pas en compétition, je valide. Ah, pardon. Voilà, ma petite anecdote. Non mais voilà, c'était très sympa de partager cette semaine avec vous deux pour ces épisodes de podcast. Merci pour l'invitation. Merci encore à toi, une très bonne journée, bonne continuation, et puis nous on se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast de Nakan. Et Olivier, je te dis à lundi, passe un bon week-end. Merci Greg, passez à tous un très bon week-end et on se retrouve lundi effectivement. Salut Armano. Salut. Bon week-end, ciao. Ce podcast est sponsorisé par Ohana. Pour en savoir plus sur les textiles et les valeurs de la marque, rendez-vous sur ohana.boutique. ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande.